Voilà, donc je vais aussi m'envoler un peu sur la thématique avec cette fois-ci de la cellule au système. Alors, ce que je constate au fur et à mesure des cours, c'est que finalement, ma sensation initiale, c'était que je n'aurais pas grand-chose à dire, quoi. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que... voilà, et je m'aperçois qu'en fait, la plus grande difficulté que j'ai, c'est d'arriver à sélectionner les informations, trouver le bon niveau. Et je peux vous assurer que c'est un exercice qui m'a fait beaucoup de bien. Je pense même que si je l'avais fait plus tôt, ça aurait été bien. Je pense que ça m'aurait servi, parce que là... et donc, pour la cellule au système, ça a été exactement la même chose, c'est-à-dire de savoir quelle orientation prendre, à quel niveau de détail descendre, parce que dès qu'on rentre dans une publication un peu en détail, on peut passer un quart d'heure, 20 minutes, comme on fait dans les réunions d'équipe ou les réunions où on travaille sur les dossiers. Donc, je suis parti à nouveau sur des choses qui vont faire un cadre général et qui vous donnent aussi ma perception personnelle, la perception personnelle du domaine. Donc, le deuxième exposé, comme je l'ai dit, ce sera Anne, sur l'architecture, fiabilité et évolution des systèmes photovoltaïques. Alors, pour commencer un système, il faut commencer par, avant le système, il y avait la cellule, et avant la cellule, il y avait une découverte qui pouvait avoir eu lieu 2 siècles avant, etc. Et puis, dès qu'on commence à avoir la cellule, les gens pensent au système, parce que la cellule toute seule, si on ne sait pas la connecter à autre chose, elle donnera très peu d'informations, on ne pourra pas en tirer grand-chose. Ce que vous avez vu au long de tout ce parcours, c'est que avant d'avoir les fameuses cellules au silicium, il y avait eu tout un tas de rêves et d'expériences avec bien sûr Edmond Becquerel, mais après il y avait eu les cellules au silicium. Je vous ai parlé de Willoughby Smith. À la fin du 19e siècle, il y avait déjà de premières cellules qui fonctionnaient, qui avaient 1% et tout. Pour introduire mon premier transparent d'introduction, alors il faudrait peut-être que je passe avec, si je peux, passer en grand, voilà, comme ça, voilà, c'est parfait. Donc le transparent d'introduction, c'est de la cellule au système, et puis j'ai aussi fait un point qui m'a beaucoup touché, c'est comme tous, je pense, point d'actualité, voilà, sur la situation en Ukraine, et puis aussi les conséquences que ça va avoir sur notre propre domaine, celui des énergies renouvelables, celui du stockage, celui de l'hydrogène. Donc je voulais affirmer ma solidarité avec la situation là-bas. Voilà donc à la fin du XIXe siècle, il y avait déjà tout un envol des systèmes qui fonctionnaient avec du sélénium à l'époque. On avait aussi des systèmes qui fonctionnaient avec l'oxyde de cuivre. Alors c'était des systèmes très peu efficaces, mais néanmoins qui faisaient le job, c'est-à-dire qui fournissaient de l'électricité dans le circuit extérieur. Et dès cette période, vous voyez que les futuristes ou les visionnaires se disaient que finalement, voilà une cellule, il y a une plaque de cuivre. Sur cette plaque de cuivre, il y a de l'oxyde de cuivre, une grille, etc. Et tout de suite, ils imaginaient le système. Sooner or later, we shall have to go directly to the sun, to our major supply of power. Donc, vous voyez, c'est les années 30. Hein. Donc, c'était avant même qu'on ait des cellules silicium, etc. Et c'est une caractéristique de ce domaine, c'est que dès le début, dès Archimède, il y a toujours eu un rêve ou une volonté d'utiliser cette énergie. Et puis, effectivement, le point déterminant, la première cellule, c'est celle dont je vous ai parlé en 1954, à la Bell Téléphone, où ils mettent au point une cellule à base de silicium, 6% de rendement, etc. Et en fait, il a fallu très peu de temps, et en fait, c'est presque le système qui a poussé le développement des cellules, puisque immédiatement après, le plus important, ça a été ce système qui est extraordinaire. Le système finalement, c'est un vrai système intégré, autonome, qui doit avoir sa source d'énergie, son transformateur avec les cellules. Les cellules sont connectées en série, en parallèle, pour aller alimenter une recharge et que ça fonctionne. Donc voilà le premier système, je dirais, c'est assez extraordinaire la vitesse à laquelle le système s'est mis en place dans ce cas-là. Et puis aussi, très rapidement, évidemment, les sites isolés, c'est-à-dire on voit que les premières cellules qu'on a commencé à les mettre en série, en parallèle et obtenir de la puissance, pouvaient servir justement en site isolé. Et ça a été les deux pôles, disons, pendant pratiquement une cinquantaine d'années, voire plus. Hein.
Il a fallu attendre le XXIe siècle pour voir vraiment un développement massif, comme je vous l'ai dit. Donc, en fait, il y a très peu de temps entre la cellule au système, et c'est vrai pour toutes les composants d'innovation qu'on peut avoir. Très rapidement, ils sont mis en œuvre dans des fonctionnalités qui sont recherchées, qui sont demandées. Et puis finalement, pareil que dans 1930, où ils rêvaient déjà de couvrir le monde avec l'énergie solaire, en fait, il faut voir un peu le côté visionnaire des... Vous voyez, il parle de 2055, hein. On n'est pas loin, hein. Ah, et ça, c'était fait. Il y a eu les grandes pages des journaux. Vous pouvez imaginer le buzz qu'il y a eu autour de ces découvertes. Et puis, vous voyez, dès qu'il y avait à peine les transistors, en fait, on commençait déjà à imaginer qu'ils soient rechargés avec des cellules solaires. Donc, vous voyez, on n'a pas inventé grand-chose. Ce qui a changé, c'est la qualité des systèmes, leur coût, etc., etc. Et puis, tous ces jouets qui étaient déjà faits avec des petits systèmes qu'on en trouve aujourd'hui même sur Internet, où il y avait déjà des cellules solaires, etc., avec des prix défiant la concurrence à 7 centimes de dollars. Puis finalement, je vais rendre hommage aux applications spatiales, puisque tout a commencé par les applications spatiales, et je vais commencer parce que c'est aussi les systèmes les plus aboutis, hein, quand on voit quelque chose à des millions de kilomètres de la Terre, il faut que le système soit fiable, et qu'il soit robuste, qu'il soit efficace, etc. Donc les applications spatiales, et évidemment, j'en ai parlé déjà au niveau de la session d'introduction, le côté extraordinaire de ce moment où on a posé le petit robot Philae sur la comète Chury grâce à Rosetta. Voilà. Alors quand on regarde comme ça, on se dit c'est un petit caillou et puis il y a 2 ailes, etc. On n'a pas idée de ce que ça représente, de ce qu'on est capable de mettre en espace pour faire cette réalisation. Parce qu'il faut quand même, pour renvoyer les émetteurs, pour faire des trous dans la Terre, enfin dans la comète, il faut quand même de l'énergie. Et donc, en fait, ce n'est pas uniquement un répétiteur comme on avait sur Sputnik, etc., où il y a une antenne, où ça consomme moins maintenant, mais ça ne consomme pas grand-chose. Si on se repenche un peu sur ce que veut dire la construction de ce système, et je regarde que la partie photovoltaïque, regardez à droite. Regardez les petits bonhommes, non, ce n'est pas des Lego, hein. Donc on a une situation où il a fallu tester unité par unité. Chaque cellule, qui est une cellule 3,5 ici, à base d'arsénure de gallium, il a fallu tester tout ça et regarder les panneaux, alors ils appellent les ailes, font 32 mètres carrés et ils font à peu près 32 mètres encore de longueur. Enfin bon, c'est quelque chose d'absolument, je pense qu'il doit y avoir quelque chose, square meter in area. Donc c'est peut-être chacun en fait, et puis ils se mettent en série. Donc regardez, c'est la technologie qui doit être développée et l'aspect système où finalement la cellule c'est la première composante à tester. Je vous le montrerai un peu après. Et puis après, il y a tout ce travail qui est fait, qui requiert une intelligence et une rigueur, etc., qui est absolument extraordinaire. Et ce que je trouve aussi, c'est une source CNES, donc c'est aussi rendre hommage aussi à l'industrie spatiale française, européenne, mais française, parce qu'elle a aussi été elle a aussi énormément participé à ces développements spatiaux. Et puis finalement, on se dit, faire un système pour qu'il fonctionne, il faut en étudier les conditions aux limites. Il faut se dire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, si on envoie des cellules solaires dans le ciel, et puis qu'on a simplement notre vision de terrien, on se dit, oui, 25 degrés, quand il fait chaud, ça monte à 80, ça va descendre à -3. Pas du tout. Quand on commence à étudier les conditions limites du système, on tombe tout de suite sur 2 conditions limites extrêmement importantes. La température. Regardez la distribution des températures du sol, je n'allais pas dire au plafond, mais dans la troposphère. Ça descend à pratiquement -50 degrés. Donc imaginez que vous ayez fait des contacts qui sont non ohmiques sur votre cellule. Non ohmique, ça veut dire qu'en fait, il ne laisse pas passer le courant facilement pour sortir les électrons d'un côté ou les trous de l'autre, comme on l'a vu sur les cellules. Eh bien, ce contact, il va être ohmique à la température ambiante, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on va descendre la température, il va devenir ce qu'on appelle redresseur, et là, le courant ne passera plus. Donc, si on a mal calculé le fait d'être capable de faire des systèmes qui fonctionnent à 40 degrés, ici, à -40, excusez-moi, et vous voyez, dans un avion, quand vous êtes à 8000 mètres, déjà, à l'extérieur, il fait froid. Donc, résultat, c'est un critère essentiel et qui va peser
qui va peser très fortement sur les contraintes de réalisation du système. On ne peut pas faire partir un satellite avec des panneaux qui vont fondre ou qui vont arrêter de fonctionner à une température trop basse. Point important également, quand vous êtes en plein soleil, il fait très chaud aussi. Et si votre système il tourne un peu, il va passer du chaud au froid. Donc, résultat, il va y avoir des cycles thermiques absolument considérables. Et si vous avez des systèmes dont la mécanique ne tient pas, vous allez avoir un problème, c'est que les métaux qui ont un certain coefficient de dilatation et le matériau qui est dessous, qu'on en a un autre, ben, ils ne vont pas s'amuser longtemps, ils ne vont pas tenir longtemps. Donc, vous voyez un peu ce que induit cette réflexion sur le système. Ce qui m'amène à aussi des conséquences aujourd'hui. Elles sont moins strictes, mais sont aussi très importantes. Quand vous mettez un panneau solaire sur un toit, vous le faites au Chili, au Mexique, en France, etc., vous avez aussi des variations de température. Vous avez aussi des conditions spécifiques dont il va falloir tenir compte. Et ce n'est pas simplement les mesures qu'on fait quand on est sous un simulateur à 1000 watts, à 25 degrés, ce qu'on appelle les conditions standards. On est dans des conditions où il faut s'adapter, et ça c'est vraiment essentiel, adapter les systèmes à l'endroit où ils sont. Et de plus en plus, vous verrez d'ailleurs quand on achète des cellules ou des modules, on voit le notch. Notch, c'est Normal Operating Condition Temperature. En fait, on va travailler, on va essayer de se mettre à des vraies valeurs. Ce n'est pas 25 degrés, un panneau, il est souvent à 40, 50, parfois plus, et puis il est aussi parfois moins. Donc il faut tenir compte de ça. Et puis la deuxième chose qui est importante quand on est dans l'espace, le bombardement des particules énergétiques. Et ça, c'est une autre chose, c'est que dès qu'on est sorti de l'atmosphère, on se prend des électrons, on se prend un certain nombre de choses, et je peux vous assurer qu'un électron qui rentre dans un matériau, il fait des dégâts. Et ces dégâts se traduisent sur ses propriétés électroniques, de façon à ce que, finalement, au bout de 6 mois, le matériau qui était très bien à terre parce qu'il est protégé par l'atmosphère, etc., dans l'espace, il ne va pas tenir longtemps. Donc, il y a une réflexion sur il faut des matériaux ou des cellules qui résistent au bombardement. Voilà, et puis après, on voit qu'on peut monter plus bas, mais regardez, il y a même des zones où ça remonte. Bon, toujours est-il que beaucoup d'applications vont avoir lieu là. Un certain nombre pour les satellites, ça va être plus loin, mais pour beaucoup d'applications, vous voyez qu'il faudra travailler surtout des chocs thermiques et de la température. Et je suis tombé sur l'état de la recherche aujourd'hui dans ce domaine, avec un groupe européen, vous voyez, qui est intéressant parce qu'il réunit le LITEN CEA, l'INES, Airbus, franco-allemand, le Fraunhofer dont je vous parle souvent, Azure Space qui fait des cellules 3.5 pour le spatial. Et vous avez ici le site du projet, 2018-2021, il vient de finir. Et regardez, l'idée, c'est de travailler sur des panneaux solaires flexibles. Quand vous voyez les panneaux de Rosetta, ils pèsent quand même, ils pèsent pas mal de kilos même au mètre carré. Ils ne sont pas flexibles. Les matériaux ont du mal à se courber parce que si vous prenez du silicium ou des matériaux bien cristallins, même monocristallins, ça clive très facilement. Donc, un choc mécanique, etc., une tension trop grande. Donc, il y a un enjeu énorme qui est un enjeu de développer des systèmes photovoltaïques flexibles, ultra légers et bien sûr très performants. Si c'est flexible et ultra léger et que le rendement est mauvais, vous n'allez pas les envoyer dans l'espace. Conclusion, tout ce groupe travaille sur les différentes zones, donc ça se répartit. Vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la structure du module, finalement le support qui doit être flexible, léger et fin. Il y a finalement les modules eux-mêmes photovoltaïques et ensuite les cellules. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut déployer la structure dans l'espace. Donc il y a quand même un peu de robotique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les travaux de ce groupe commencent à apparaître dans la littérature et qu'on peut regarder comment, finalement, ce groupe travaille sur cette problématique de modules spatiaux flexibles, ultra légers. Et donc, voici un papier qui est encore en early view, comme on dit, c'est qu'il n'est pas encore complètement publié. Et vous voyez, c'est les premiers résultats de cette étude. Alors, comment ils font pour avoir quelque chose qui est léger ? Ils se disent, je vais prendre la même chose qui est fait sur un substrat très lourd. Avant, c'était un substrat de GAS qui fait de l'ordre de 500 microns, donc c'est quand même assez lourd. Et ils font pousser toutes les couches. Ici, c'est une triple jonction, donc on en a un petit peu parlé. Et puis, ils les décollent. Clac. Ils donnent un coup de clivage, ils décollent la jonction et ils récupèrent la peau, qui est uniquement la peau où il y a la fonction. Il n'y a pas besoin du substrat, il y a la fonction. Donc, ils récupèrent quelque chose qui pèse 132 grammes au mètre carré, donc en fait 12,3 mg par centimètre carré.
Voilà, c'est déjà pas mal, parce que ça suppose qu'on va pouvoir défaire. Et à côté de ça, ils font des mesures absolument, ils ont une ingénierie pour fabriquer ces jonctions qui est impressionnante, et vous voyez, ils arrivent à des rendements, à un rendement dans la génération 3 de 30,19% de rendement. Donc, et ça sous éclairement normal, à M0, etc. Donc, on est sur des matériaux de très haut rendement, et regardez la réponse spectrale. Effectivement, on voit les composantes des trois sous-jonctions. Là, on n'est pas avec des tandems, on est avec des triples jonctions. Et vous voyez la condition d'égalité des courants qui permet de les avoir bien en série. Eh bien, vous voyez que chaque cellule délivre le même courant et les tensions s'ajoutent et on arrive à des systèmes qui font 3 volts. Donc ça, c'est intéressant pour des applications, parce que même à partir de 2 volts, on peut faire de l'électrolyse. Vous voyez, ce genre de système est capable de monter la tension, va ouvrir notamment sur tout ce qui est photosynthèse, etc., réduction du CO2. Alors là, les tests, ça rigole pas. Ils les décollent, donc là, vous voyez, c'est décollé, donc ils sont contents, ils ont fait la cellule, ils ont pris les grilles, donc ils ont pris le début, la fin, toute la cellule. Vous voyez ici, c'est la façon dont ils les mesurent, avec les pointes de contact. Hein, la feuille est posée sur le support. Et puis, ils la trempent 5 fois dans de l'azote liquide, donc voilà, extrêmement basse température, et ensuite ils remontent ça à 25 degrés. Donc ils font ces cycles et ils regardent comment le rendement évolue par rapport au rendement initial. Ils passent le test. Donc le test, ils font une croix verte, c'est bon, c'est passé, on en fait 5, etc. Il y a les durées, tout ça c'est normalisé. Et puis ensuite, il faut quand même qu'ils testent aussi ce bombardement de particules. Donc là, ils ont aussi le choc thermique. Hein. Quand ils passent de l'azote liquide à 25, il y a un choc thermique qui n'est pas piqué des hannetons. Donc résultat, on est avec le choc thermique et on est avec la basse température. Et ensuite, ils font un bombardement d'électrons de très haute énergie, enfin de haute énergie, 1 méga électronvolt. Souvenez-vous, les photons visibles, tout ça, c'est de l'ordre d'un EV. Là, ils sont à 1 million de fois l'énergie d'un photon ordinaire. Et puis l'électron, il fait des dégâts dedans. Et donc, en fait, ils vont tester ça en fonction de la densité d'électrons qui ont été envoyés par centimètre carré. Et ils regardent en fonction du temps comment ça se passe. Ils passent de 30%, et on voit que toutes les cellules spatiales, ici, vous retrouvez Azure Space, Spectrolab, Sharp, etc. Voilà les travaux de recherche qu'ils ont. Et bien finalement, ils arrivent à montrer qu'ils ont une dégradation donc à 88% lorsqu'ils ont le critère de fluence. Et donc ils sont passés de 30 à 25. Donc ils ont perdu 12% de rendement. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça va fixer un seuil. Et ça, c'est ce qu'on appelle des tests accélérés. C'est-à-dire que dans l'espace, ils ne vont pas avoir tout de suite cette quantité d'électrons. Mais ça, ils vont l'avoir au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Et là, on retrouve des tests qu'on fait aujourd'hui sur des tests terrestres de modules, où on les chauffe, on fait ça, on appelle les cycles chaleur-humidité, damp head test, donc on les fait travailler dans des chambres et on accélère les tests pour pouvoir qualifier des modules sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Et puis, point important, ils ont 3 watts par gramme, et ça s'appelle before end of life, before of life, quelque chose comme ça, au lieu de 1 gramme, vous voyez qu'ils sont bien mieux, ils ont vraiment un poids qui est acceptable, donc ils ont un critère très positif. Et puis finalement, j'ai un peu regardé la question, parce qu'elle m'intéresse tout particulièrement aussi, les systèmes dans lesquels la mécanique a une importance. Comment on tient les modules, comment on les déploie, etc. Et il y a une chose que l'espace peut nous apprendre, c'est la robotique pour déployer les panneaux. Regardez la robotique classique ici. Alors, si vous allez sur ce site, vous verrez, ils le font, on a le film, je ne vais pas vous le passer. Donc, on a ici quelque chose qui va se déployer. Regardez, il sort les panneaux, ça doit faire 2 mètres ou quelque chose comme ça. Et voyez, les panneaux, ils sont rigides et ils sont mis un peu comme on appelle ça, les orques de barbarie. Hein, donc, c'est comme des cartes et on les déplie, on les ramène, on les déplie. Et ça, c'est rigide. Et regardez les essais qui sont faits, c'est le projet ROSA, flexible 2017, et vous regardez, tout est enroulé, donc c'est comme vos stores que vous enroulez, et là vous avez quand même un avantage très important pour le système, parce que là il est plus léger, il peut être transformé sous forme enroulée, déroulée, et ça donne quand même aussi beaucoup d'idées sur les systèmes terrestres à venir. Et puis, ça donne des idées effectivement, et ça commence déjà à se faire. C'est aujourd'hui des films flexibles légers, alors c'est fait avec des couches minces CIGS, on commence à les utiliser dans la grille photovoltaïque, où on les fait, on est capable de les rembobiner, de les remettre au bout, de les sortir quand il y a... Donc on commence à voir ce type de technologie qui apparaît au niveau terrestre, où la légèreté, pareil, la légèreté, la flexibilité,
et puis aussi le rendement est important. Alors on va descendre un peu d'échelle, là on était à Rosetta, maintenant on va redescendre avec le photovoltaïque aérien. Alors le photovoltaïque aérien, j'ai bien aimé en essayant d'illustrer la descente en fait avec l'avion Solar Impulse, je crois que c'est 2015 dans ces eaux-là. Et en fait, on voit ici ce qui a été fait avec les Suisses Bertrand Piccard et André Boschberg. Et j'ai bien aimé le titre de la revue, « Quand le rêve réveille l'innovation ». Donc c'est plein champ par rapport à l'objectif du travail. Et en fait, j'ai bien aimé aussi, en faisant à la seule force du soleil, Bertrand Piccard renoue avec les grands défis que savaient lancer les industriels du siècle dernier et nous rappelle que toute innovation, avant de devenir un produit, a d'abord pris une forme onirique. Intéressant. Et le journal, il ne s'appelle pas Picsou, il s'appelle Industrie et Technique. Donc c'est intéressant de voir le rôle de la détermination. Alors, en fait, quand on regarde plus en détail les caractéristiques mécaniques et autres, on voit que cette question de température, vous voyez, moins 40 degrés à 8500 mètres. Donc on a bien ce critère. Et là, c'est sur toute la structure. Il faut que ça tienne en température, les chocs thermiques. Le rendement des cellules, ils sont à 22,7%, donc ils sont pas mal. Ils ont une puissance totale de 54 kW. Et ensuite, pour environ 20% de rendement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, ils alimentent aussi des batteries. Alors, j'ai dû mettre la capacité des batteries. Ils avaient des batteries à lithium-ion, 260 Wh par kilogramme en 2015. Il y a eu des progrès. Donc, ils ont 400 kg de batterie. Il faut quand même les soulever. Hein. Okay, ça serait au plomb, ça serait plus lourd. Hein. Je crois que l'avion, on n'arrivera pas à le faire décoller. Donc, ils ont 100 kWh de batterie. Et ça leur permet, et la preuve, on l'a sur ce tableau, de faire des vols qui vont durer 117 heures, 62 heures. Ils ont notamment traversé de Nagoya, Japon, à Hawaï. Ils ont mis, donc, je ne sais pas combien de jours, il faut diviser par 24, ça fait 5 jours et 5 nuits. Donc, c'est bien la preuve que le système fonctionne en tant que tel, et c'est un superbe exemple aussi pour l'autoconsommation sur Terre, avec les maisons, le couplage avec les batteries, et c'est un très bel exemple de réalisation. Et puis maintenant, donc, je vais revenir à cet exemple où on va avoir cette convergence, c'est sur les systèmes terrestres centralisés. Et comme pour moi, les deux, le centralisé et décentralisé, ne doivent pas s'opposer. Ce qui compte, c'est la façon dont on le fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on respecte la nature, les gens, les conditions, etc. C'est très important sur transition énergétique, veut aussi dire transition écologique et sociale, peut-être. Et là, alors là, si vous tapez sur Internet, si vous regardez ce qui sort régulièrement en ce moment, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Regardez ici, c'est quelque chose qui date du 7. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour faire l'état de l'art. Il suffit de taper le nom et de regarder ce qui se passe, et on n'a que le choix des choses. Ce qui m'a intéressé ici, c'est que c'est le continent africain, dans une des zones qui est aussi les plus ensoleillées, donc avec une très grande ressource, mais qui n'est pas exploitée pour elle-même. Une zone désertique, etc. Et là, c'est la Banque africaine de développement qui montre qu'en quelques années, il y a eu une augmentation du nombre de connexions, de l'accès à l'électricité, et indique qu'il y a 20 millions d'Africains qui ont pu être accordés. Et quand on voit le potentiel qu'il y a aujourd'hui, ce qu'ils vont développer, c'est un projet qui s'appelle Desert to Power, donc du désert à l'utilisation, qui vise à exploiter le potentiel solaire en développant 10 gigawatts à grande échelle. Je peux vous dire que si on commence à développer des systèmes comme ça, l'électrification de l'Afrique va se faire très rapidement. Non seulement ça, mais ils pourront aussi exporter finalement peut-être de l'hydrogène ou du gaz, etc. Donc il y a vraiment une dynamique très intéressante aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Alors il y a des projets aussi qui sont des projets au Maroc, en Algérie. Alors je ne sais pas pour la Tunisie, je n'ai pas regardé, mais il y a des projets aussi au Maghreb. Et donc vous voyez ici un projet assez spectaculaire. Pareil, regardez alors là ici c'est la mer, hein, c'est l'océan Atlantique. Et puis vous voyez un exemple, la centrale qui s'appelle de Nord-Nour PV. Et là, il y a aussi des centrales thermiques, hein, il n'y a pas que du photovoltaïque. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller vers aussi des choses qui font des gigawatts. Ici, c'est une centrale qui fait 85 mégawatts et qui est située à Laayoune. Je vais changer de continent
je vais aller voir ce qui se passe du côté du Chili, avec aussi un point particulier, c'est que j'ai passé des années à collaborer avec des collègues chiliens à Valparaiso. Donc c'est l'occasion de les saluer s'ils voient la vidéo. Donc le professeur Humberto Gomez, on a eu des étudiants qui sont venus, hein, c'était assez extraordinaire. Et donc on allait régulièrement au Chili pour travailler avec eux. C'était sur l'électrolyse, en particulier, c'est des gens qui produisent du cuivre. Donc en tant qu'électrochimiste, on avait des liens très très étroits pour le solaire, pour le CIGS en particulier. Alors si on regarde le Chili, c'est assez impressionnant parce que le Chili, au niveau ensoleillement, il va du moins bien et puis il va jusqu'ici le désert d'Atacama, qui est une des régions les plus ensoleillées au monde. Donc on peut se poser une question. La première fois que je l'ai visité, je suis allé une fois au désert d'Atacama, à l'université de Copiapó, et il m'avait interviewé pour me demander est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel pour le solaire? Et donc c'était en 2008. Il n'y avait rien. Il y avait les mines, il y avait toutes les étendues, et il se disait mais il faudrait quand même que peut-être qu'il y aura un problème de l'essence, etc. Donc il faut qu'on réfléchisse à la reconversion de notre industrie. Et en fait, j'étais allé rencontrer, alors je ne pense pas que ce soit lié à moi spécialement, mais enfin, j'ai connu le Chili avant cette décision de s'engager vers l'énergie solaire. Donc voilà, et en particulier, j'ai situé Copiapó. C'est un niveau où il fait à peu près, il y a 6 kWh par mètre carré et par jour en moyenne, et ça donne environ 2400 kWh par mètre carré en annuel. Donc vous voyez, en France, à Paris, on est à 1,3 mégawattheure par mètre carré par an, donc c'est 2 fois moins. C'est bien dans les deux cas, mais là, c'est encore mieux. C'est vraiment... Et puis, c'est du ciel dégagé, etc., etc. Voilà. Donc, on regarde ce qui se passe. Donc, quand je suis retourné en 2018 pour un congrès, on est allé revoir Copiapó, et qu'est-ce qu'on découvre? On a découvert que le désert, c'était un peu couvert. Il commençait à y avoir des centrales solaires. Ici, à Copiapó, vous avez ici une centrale. Et puis quand on se rapproche, alors elle fait de loin, on ne la voit pratiquement pas, et puis quand on se rapproche, on s'aperçoit que c'est vraiment une centrale photovoltaïque. Vous voyez à droite des panneaux, et puis ici, ils sont posés et ils ont ce qu'on appelle un truc 2 axes, c'est-à-dire qu'ils peuvent suivre le soleil sur 2 axes. Et ça donne une augmentation. Souvenez-vous le cours de Philippe Blanc, qui a expliqué que dès qu'on est capable de suivre avec des trackers le soleil, on a une bien meilleure production. Donc c'est du 2 axes, et puis vous voyez, on voit tout de suite à côté, alors qu'il n'y avait rien, il y a un réseau électrique qui s'est fait. Tiens, donc on voit un système qui est plus seulement le système photovoltaïque, mais il y a aussi le réseau. Et quand on continue de s'approcher, on se rend compte que finalement, on a vraiment nos 2 composants du système, et puis les distributions annuelles de variation, par exemple, de l'éclairement, on est dans une zone extraordinaire, pas loin de l'équateur. Vous voyez qu'en hiver, quand vous êtes en Europe, ça décroît bien, mais regardez, là, ça s'arrête autour de 10 kWh par jour, et il n'y a pratiquement pas de diffus. On a pratiquement tout en direct. Regardez le ciel qui est en direct. Alors, on le voit très très bien sur la diapo suivante. Regardez les ombres. Les ombres, c'est noir et blanc. La ligne et ça, c'est un critère de rayonnement direct. Vous faites ça à Paris ou à des endroits en Europe, il y a 30% ou 40% de diffus, le contraste est beaucoup moins important. Et quand on regarde finalement le productible, vous voyez que le soleil se lève à 7 heures, ça monte pratiquement à 1000 watts par mètre carré, c'est pour ça que c'est le standard, les 1000 watts par mètre carré, et ça redescend. Et quand vous êtes en horizontal, tout simplement, finalement, en horizontal, ça pique bien sûr le midi, mais on a des pertes ici, donc on voit bien l'intérêt d'avoir des systèmes orientables par rapport aux systèmes fixes. Puis finalement, je me suis allé un peu plus loin et on va rentrer au cœur de cette centrale. On l'a visitée et j'ai pu avoir des éléments techniques plus importants. Donc, elle s'appelle Luz del Norte. Et en fait, c'est un parc solaire qui a été construit par la société First Solar. Et ce qui est intéressant, ce qui est même extraordinaire, c'est qu'effectivement, il donne les lignes de 220 kV, et puis ensuite, ils vont à une sous-station, donc ils montrent bien, et ça a été fait en 2016. La centrale produit à une capacité installée de 141 MW. Elle produit 400 gigawattheures par an. Ça veut dire qu'en fait, elle travaille à 34% de sa capacité maximale. On se rapproche des taux qu'on a pour du classique. Le solaire en France, c'est entre 13 et 17%. Vous voyez, là on est vraiment, c'est tout simplement parce que c'est orientable, c'est un endroit très ensoleillé, etc., etc. Et puis, il y a les dispositions. Donc là, je pense que Hans
c'est des choses qui sont vraiment en conception de système, c'est assez impressionnant, parce que tout ça, ils partent de la cellule, hein, on est un peu comme dans le spatial, chaque cellule doit être bonne, chaque string, comme on dit, rangée doit être bonne, tout ça, c'est monté, vous voyez les blocs qu'il y a, et quand on regarde la façon dont ça s'est fait, ça se fait en quelques mois. En quelques mois, on part. La chance, c'est qu'effectivement, le sol est assez meuble. Hein, c'est essentiellement du sable. Et vous avez les piquets. Donc, il n'y a pas de. Et les piquets ont des supports. Les supports viennent recevoir les panneaux, qui vont ensuite être à chaque bout de ligne, il y a un transformateur. Ça arrive en continu, puisque le solaire donne du continu, et c'est ensuite transformé. Vous voyez, c'est transformé de 1000 volts DC, c'est direct current, à 360 volts alternatifs. Donc il y a des onduleurs qui transforment déjà le courant en alternatif. Et puis il y a des transformateurs qui font 800 watts. Hein. Il y a 2 fois 800 watts. 1 kV-ampère, c'est 1 watt. Non, c'est 1000 watts. C'est 800 000. Qu'est-ce que je fais? C'est 800 kilowatts, excusez-moi. C'est 800 kilowatts. Et puis ensuite, ils montent à des choses beaucoup plus importantes. Et là, ils ont des transformateurs qui sortent carrément 1,6 mégawatts. Et donc, vous voyez les lignes qui sortent des centrales, etc., elles portent de la puissance, c'est comme ça qu'on calcule un réseau. Et puis finalement, la chose qui était surprenante, c'est qu'un des premiers éléments de discussion quand on était dans le désert d'Atacama, c'est « oui, c'est bien gentil, mais regardez, qu'est-ce que vous allez faire de cette électricité ?» Alors, ils peuvent faire tourner la mine. Mais quelque part, voilà, s'il y a trop d'électricité. Donc en fait, ce qui est souvent avancé, c'est que le réseau coûte très cher, qu'il n'y a pas de connexion réseau. Regardez ce qui s'est passé. En quelques années, ils ont bien évalué la ressource, ils ont fait un programme d'investissement très très conséquent, vraiment une politique de stratégie industrielle très déterminée. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des lignes qui descendaient vers la zone peuplée du Chili, en direct. Donc ils ont monté des lignes à 400 000 volts, et une fois qu'il y avait la ligne à 400 000 volts, ils l'ont fait faire peut-être 600 à 700 km, et ils arrivent à Santiago, à Valparaiso, qui est la partie dans laquelle il y a le plus de monde. Donc en fait, ils ont là vraiment les utilisateurs de l'énergie produite ici. Donc c'est une tendance un peu lourde qu'on voit. C'est en fait c'est produit à un endroit, et là, pour l'instant, il n'y a pas de stockage. Il n'y avait pas de stockage. À l'époque, le stockage se développe maintenant, mais il y a une dizaine d'années, ce n'était pas le cas. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que la ligne, tous les ans, ils font 100 km, 200 km. Et ils le font aussi sur des investissements privés, pas simplement les investissements publics. Et regardez, ce qui est quand même surprenant, c'est que, j'en revenais pas, c'est que le temps de réponse de 140 MW, c'est de l'ordre de 100 millisecondes, donc 0,1 seconde. C'est-à-dire que cette énorme puissance est pilotée de façon assez rapide, et ce qu'ils m'ont dit, c'est que ça servait même à stabiliser le réseau. Donc ça veut dire que contrairement à la critique qui était faite initialement en photovoltaïque quand on l'injectait dans le réseau, qui était que ça changeait la phase, ça a occasionné des pertes, aujourd'hui, une installation photovoltaïque peut servir à stabiliser un réseau, à le corriger. Et ça, c'est une leçon importante et qui vient effectivement de tous les progrès qui ont été faits dans les systèmes. Et à l'époque, ils parlaient de mettre des batteries et de la production d'hydrogène. Donc il faut que je fasse attention au temps. Alors, quand on arrive en Asie, donc on fait un petit tour du monde comme ça. On arrive en Asie et on tombe alors là sur les systèmes géants. La Chine est le premier installateur, le premier producteur, et essentiellement d'abord pour son propre marché. Hein, on pensait au départ que c'était simplement pour vendre à l'étranger. Ce n'est pas complètement vrai, ils ont vraiment un marché très important. Et en fait, ils prévoient d'installer 450 gigawatts de solaire et de vent, parce qu'il y a aussi du vent, dans le désert de Gobi. Donc si vous regardez le désert de Gobi, vous verrez qu'on a encore cette politique d'installation dans ces déserts. Il ne faut pas le faire n'importe comment, mais néanmoins, il y a de l'espace qui est possible, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Et par contre, ce que ça permet, c'est 450 gigawatts, ça permet de faire pas mal de choses. Ça pourrait permettre de produire de l'hydrogène, ou ça permet. Et donc, on a vraiment quelque chose qui pourrait nous alimenter pour aussi refaire du gaz. Bon, la situation, je reviens avec la situation de l'actualité aujourd'hui, mais on pourrait imaginer d'aller assez vite dans le remplacement des gaz fossiles par du gaz renouvelable. Donc voilà, 450, et en fait, dans le communiqué de l'agence Reuters, il voudrait passer à 1,2 TW en 2030. Donc c'est pour vous donner les éléments d'appréciation sur le développement des systèmes à grande échelle, ici centralisés.
Et puis en Océanie, donc en Australie, enfin je ne sais pas si c'est l'Australie, c'est un continent à lui tout seul. Donc je ne devrais pas mettre Océanie, je devrais mettre. Donc alors là, c'est assez impressionnant. J'avais repéré ça il y a quelques années, en 2000, je crois d'où ça vient, en 2020, je l'avais repéré. J'avais repéré parce que l'Australie, c'est pareil, c'est un peu comme le désert d'Atacama. Il y a une ressource très très importante. Donc évidemment, les Australiens sont très en pointe sur le développement de l'énergie solaire. Donc voilà, et l'idée, c'est de faire, c'est d'aller jusqu'à construire encore, on retrouve encore une unité qui est 10 gigawatts d'installation. Et le plus étonnant, c'est de voir que, alors ça c'était en 2020, l'idée c'est de produire de l'électricité, de la stocker, vous voyez, une ferme solaire, donc il l'indique, ensuite il la stocke, et ensuite il la renvoie à Darwin, et puis par un câble souterrain, il la renvoie à Singapour. Et c'est un vrai projet, c'est un vrai projet, c'est-à-dire que ça montre, voilà, on est en train, et aujourd'hui se développe ce type de système qui vont permettre d'avoir que le solaire australien va donner de l'énergie, de l'électricité à Singapour. Et je suis allé, avant de le dire, je me suis dit, je vais quand même voir si c'est pas tombé à l'eau depuis, parce que les grands projets, on en fait. Est-ce qu'on les réalise? Est-ce qu'ils ont avancé? Il faut toujours aller vérifier. Et je suis retourné en 2022. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc la société, c'est SunCable. Ils ont commencé à travailler. Et vous voyez, ils font un site de 120 km², donc ça fait 20 par 20, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc il peut être un peu distribué. Il y a 14 gigawatts qui sont prévus. Et il y a une batterie de 33 gigawattheures. C'est-à-dire que cette batterie, elle est capable, donc on est déjà dans l'ère des batteries géantes, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et regardez le circuit de distribution, donc ils ont gardé la même chose, mais là, effectivement, ils ont mis des chiffres, hein, des valeurs, 17, 20, 36, 42. Donc on voit apparaître finalement une redistribution du système énergétique mondial qui fera aussi des échanges. Alors ici, l'échange, il est beaucoup nord-sud, vous voyez, je crois en tout cas. Mais par exemple, si vous allez est-ouest, prenez les États-Unis, entre les zones de Californie et tout, il y a des heures de décalage. Donc ça veut dire que si l'électricité est produite à un endroit donné et qu'elle est transportée sur New York, par exemple, on a la possibilité d'éviter du stockage, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et cette différence ici est importante. Alors, il y a aussi un point, c'est de voir que ce type de système continue. Entre Tesla et Neoen, ici, je pense qu'il y a un N en trop. Vous voyez, c'est une entreprise française très dynamique. Hein. Il y a pas mal d'entreprises françaises qui sont sur ce type de secteur. Et puis, ils envisagent une batterie de 300 MW. Et puis, le point qui est apparu aussi, alors qu'on n'y croyait pas beaucoup, Jules Verne y croyait. C'est l'électrolyse de l'eau et l'hydrogène. Donc, il disait, si avec de l'eau qu'on fait de l'hydrogène, on a vraiment une source d'énergie, etc. Bon, il a fallu du temps, mais ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est que l'hydrogène, comme les batteries, je reviendrai sur les batteries juste un peu, se sont complètement développées ces dernières années, en particulier au XXIe siècle. Et l'étonnant aussi, c'est de voir que ça va très vite. Ça va très vite. Prends quelques exemples qui sont tombés, vous voyez, récemment. Celui-là est un peu plus ancien, je l'avais noté, c'est Hydrogen Deal Ambition. Il est porté par Thierry Lepercq, qui a été très très actif dans le photovoltaïque avec Solaire Direct, et ensuite c'est devenu avec Engie. Et aujourd'hui, il s'est lancé dans l'hydrogène, et en fait, c'est phénoménal. Alors vous voyez, c'est 2021, c'est pas lié à la période actuelle, c'est vraiment quelque chose qui était avant un peu la situation actuelle. Il veut produire 3,6 millions de tonnes d'hydrogène vert en Europe chaque année à l'horizon 2030. Donc on est vraiment dans la production, ce n'est plus du photovoltaïque pour alimenter le réseau, c'est du photovoltaïque pour fabriquer de l'hydrogène ou de l'ammoniac ou voire de la transformation. Et donc il y a effectivement l'idée, c'est d'aller installer beaucoup de solaire dans les endroits ensoleillés, effectivement en Europe, en Espagne, Portugal, mais de voir. Et l'idée, c'est aussi de le produire à 15 € du mégawattheure et de ne pas avoir de trop grosses unités, de façon à pouvoir le dispatcher, c'est-à-dire des unités qui vont de 500 MW à 1 gigawatt. Donc l'idée, c'est de c'est pas neutraliser un espace, c'est de faire en sorte que ce soit intégré dans l'espace. Alors effectivement, c'est 780 km², j'ai regardé, c'est 30 km par 30 km, donc ça peut sembler beaucoup, mais si c'est distribué, ça représente quelque chose qui peut être jouable à l'échelle européenne, hein, parce qu'il y a aussi l'Italie, il pourrait y avoir la Sicile, enfin bon.
La production par électrolyse locale, alors ça c'est son grand credo, c'est d'aller ne pas transporter nécessairement l'électricité au bout du monde, c'est de se dire si on fait l'hydrogène directement à côté de l'installation, c'est bien mieux que d'aller le transporter. Donc son approche, c'est aussi de travailler avec un rapprochement des éléments du système, même s'ils sont grands, rapprocher la production de la production mécanique. Et puis en fait, regardez l'élément nouveau, c'est apparaît finalement un élément du système, on avait parlé des batteries, maintenant c'est les électrolyseurs qui deviennent au cœur du système, puisqu'il faut des électrolyseurs pour le réaliser. On voit aussi en 2021 le lancement d'Air Liquide avec au Québec 20 MW avec des électrolyseurs capables de produire 8,2 tonnes par jour. Donc vous voyez, on est vraiment dans le grand, dans des valeurs plus grandes. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est une annonce comme quoi le réseau gazier européen était prêt pour l'hydrogène. Donc ça date du 4 janvier. Donc il y a aussi le réseau, un peu comme le réseau électrique, il y a une réflexion sur l'utilisation du réseau actuel de gaz pour travailler avec de l'hydrogène renouvelable. Donc les données, je les ai mis ici. Et puis, en fait, le projet IDEAL de 2021, il a débouché en février 2022 avec effectivement un projet en Espagne. Et là, c'est 9,5 gigawatts de photovoltaïque, 7,4 gigawatts d'électrolyseurs. Et donc, l'idée, c'est vraiment de commencer, ça ferait 5% des importations de gaz naturel qui seraient compensées, et puis bien sûr le bilan carbone derrière. Donc, on a vraiment ici une traduction, vous voyez, c'est 10 fois moins, mais c'est un début dans cette logique de fabriquer à grande échelle de l'hydrogène sur site. Et puis juste une annonce qui est tombée, alors là par contre le 8 mars, donc vous voyez, c'est en fait à Port-Jérôme, en Seine-Maritime, il y a un des plus grands centres au monde de production d'hydrogène qui va se lancer, avec un engagement de l'État, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait cette annonce, et il y a un électrolyseur de 200 MW, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça permettra, ça montre aussi qu'il y a des développements qui peuvent se faire sur le sol européen, sur le sol français, et la technologie, je n'ai pas beaucoup parlé de technologie, j'en parlerai pas beaucoup, c'est des électrolyseurs à membrane, donc c'est ce qu'on appelle Proton Exchange Membrane. Et puis, l'hydrogène sert à tout. En fait, on s'aperçoit que l'hydrogène peut remplacer le charbon ou le carbone pour la métallurgie. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail en Suède, même ArcelorMittal travaille sur faire de l'acier à partir d'hydrogène. Et puis, on voit des accords qui sont en train de se faire pour, vous voyez, alimenter. Et là, vous voyez, c'est de la fabrication d'ammoniac. L'ammoniac pourrait servir aux engrais. À Oman, évidemment, on retrouve un endroit où il y a beaucoup de soleil, etc. Voilà, les autres systèmes qu'on a, on a d'autres batteries, les batteries zinc air en particulier, des batteries redox flow. J'ai pas fait. Il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est ce qu'on trouve beaucoup en Suisse, dans les Alpes, c'est les stations de turbinage et de pompage. C'est-à-dire, en fait, ça c'est très simple, on a un bassin bas, un bassin haut, et l'électricité sert à repomper et remonter l'eau qui redescend. Donc en fait, c'est des choses, mais on n'a pas toujours des lacs, on n'a pas toujours le relief pour le faire. Commence à se faire des stations de pompage-turbinage aussi en dépression, c'est-à-dire que vous êtes en mer et puis vous faites une poche et vous pouvez vider en fait une poche dessous et là elle se remplit. Donc ce système mécanique n'est pas uniquement centré sur les zones montagneuses. Et puis sinon quelque chose d'assez intéressant que j'ai découvert il y a un certain temps, c'est une entreprise qui elle monte des blocs de béton. C'est du stockage mécanique, c'est-à-dire à côté, l'électricité sert à monter des blocs avec des grues. Et quand il y a besoin d'électricité, on sort le bloc. C'est comme le coucou des grands-mères. Vous voyez, au lieu d'avoir la pomme de pin qui remonte et qui fait fonctionner, là, on a le même système, sauf que c'est des blocs de béton. Et donc, ça a une capacité. Et là, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de batterie. C'est de la mécanique, un peu comme ici. Et puis, il y a aussi les volants d'inertie, dont vous avez peut-être entendu parler. On fait tourner des cylindres. Et ces cylindres permettent de générer de l'électricité. Donc, le processus fondamental de tout ça, c'est qu'en fait, on constitue des nouveaux systèmes par association de sous-systèmes initialement indépendants. Et ça, c'est la clé de voûte de la réussite. C'est-à-dire que ce n'est pas le même fabricant qui va faire tout le système, mais il va y avoir des composants du système qui vont être optimisés, et ces composants vont donner la fonction qu'on cherche. Et dans notre cas, le photovoltaïque n'est qu'un élément. Vous avez le stockage, les convertisseurs, etc. Et c'est à la fin. Le point intéressant, c'est qu'une fois qu'on a commencé à faire un dé qui a du succès,
eh bien, il engage la réoptimisation des systèmes, des sous-systèmes. Donc, le système va s'adapter encore plus, et on voit qu'à la fin, on va avoir A plus B plus C, qui va vraiment donner un système spécifique. Les roues d'un camion, ce n'est pas la même chose que les roues d'une voiture ou d'une trottinette. Pourtant, c'est des roues. Donc, il y a bien, après, une adaptation. Et puis l'exemple, effectivement, c'est vraiment le photovoltaïque avec la chaîne. Alors, on a parlé de la cellule, il y a le module, puis après le maximum point tracker, il y a les onduleurs, des batteries, de l'électrolyseur. Et un exemple de ces systèmes intégrés que je trouve assez joli, très élégant, c'est la plateforme MIRT à Ajaccio, qui existe depuis 2012, où il y a effectivement électrolyse de l'eau, qui est juste à côté. Et puis ensuite, on revient avec une pile à combustible et on reproduit l'électricité. Donc voilà un exemple intégré, tout près d'Ajaccio, qui est, vous voyez, il y a 560 kW de photovoltaïque et qui est précurseur quelque part, parce que 2012, c'était presque un peu la préhistoire de ce qui se passe actuellement. Voilà, et puis dans les littératures spécialisées, on voit vraiment des études très très pointues qui se posent la question de quel niveau de gain, d'efficacité, qu'est-ce qu'on a à gagner en fait, à rapprocher les sites. Donc on retrouve la réflexion qu'avait Thierry Lepère que sur le fait que les électrolyseurs sont à côté de l'installation. Et moi j'irais plus loin, je dirais que c'est vrai aussi pour les maisons. Vous avez une maison, c'est valable pour les maisons avec une petite installation de quelques kilowatts. Aujourd'hui, on voit se développer avec l'autoconsommation. Il y aura des batteries, le fameux Powerwall qu'on dit. Il y aura aussi peut-être des générateurs d'hydrogène qui ne seront pas des générateurs qui le feront à l'échelle locale. Ça peut être aussi au niveau d'une ferme, etc., etc. Les comparaisons des technologies. Alors, il y a des technologies qui sont matures. Voilà, la production d'hydrogène, regardez, quand c'est fait à partir du gaz, c'est un peu catastrophique, vous voyez, ça émet 7,5 kg de CO2 par kilo d'hydrogène, donc ce n'est pas quelque chose qui va décarboner, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris ou noir. C'est 95% aujourd'hui, voire plus même, de l'hydrogène qui est fabriqué, il est fabriqué à partir de fossiles. Il y a un rendement qui est assez élevé, 74%. Et puis quand on regarde sur l'électrolyse, on voit que l'électrolyse à partir de l'eau et des renouvelables, finalement, on est aujourd'hui avec une réduction des coûts, et c'est des procédés commerciaux avec un rendement qui peut aller jusqu'à 70%. Il y a des systèmes qui peuvent aller un peu plus à haute température avec l'électrolyse haute température. Et puis un domaine qui est en train de se développer, vous voyez, Early Development, c'est tout simplement de tremper des cellules solaires dans un électrolyte. Et puis il y a de l'oxygène et de l'hydrogène qui se dégagent. Et là, on a ce qu'on appelle la photoélectrolyse. Et ça, c'est un domaine qui est en train de monter, parce que là, on est au maximum de ce qu'on peut rapprocher. Les cellules, on les ramène, on oublie les contacts, on oublie d'aller à l'électrolyseur, on va directement sur la situation. La synergie avec les autres systèmes, je vous en ai un petit peu parlé. La synergie qui est absolument remarquable, c'est le stockage électrochimique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la littérature, on voit des courbes qui ressemblent à celles du solaire, qui sont de dire, voilà, combien, en fonction du temps, c'est une sorte de loi de Moore, en fonction du temps, quel est le prix du kilowattheure, c'est-à-dire on achète une batterie qui fait 1 kWh, 2 kWh, quel est le prix, combien on va payer ce kilowattheure. Eh bien, le prix, il était pratiquement à plus de $1 000 en 2000, vous voyez, il est encore à $1 000. Aujourd'hui, il descend pratiquement autour de $100, 100, $150. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'associe très fortement avec la loi de croissance, cette fois-ci, des capacités en mégawattheure, c'est-à-dire qu'il y a un grand développement du domaine, avec notamment les batteries pour automobiles, les lithium-ion, et vous voyez que ça ressemble un peu à ce qu'on a avec le solaire, ce qu'on a avec toute courbe de croissance, quelque part, d'une innovation. Et on retrouve, on retrouve ces études, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'une étude très récente aujourd'hui, elle montre qu'en fait, on pourra descendre sans doute autour de $75 en 2009-2027, donc si ça se continue, il y a même des prévisions qui sont encore plus basses, mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que ça se confirme bien. Et puis là, il y a toute une incertitude qui dépendra du marché, des évolutions. Demain, il y aura peut-être Jean-Marie Tarascon, qui est aussi professeur au Collège de France, travaille sur les batteries sodium-ion, on pourra remplacer le lithium, donc c'est une courbe d'évolution. Mais c'est pour vous montrer que le système, aujourd'hui, associé à une batterie à du photovoltaïque, ne grève pas les coûts. Quand vous l'associez, ne serait-ce qu'en 2010, vous voyez, quand vous êtes à 300
$300 ou $400 du kilowattheure, c'est sûr que le prix de l'électricité que vous allez faire avec la combinaison va être trop cher. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir intéressant. Voilà, et puis il y a des études de l'ADEME, des schémas de transition qui sont en train d'être faits. Vous voyez aujourd'hui, c'est le mix gazier en France, 434 TWh de gaz, pratiquement zéro comment on appelle ça, zéro en renouvelable, le mix. Et puis regardez, donc en fonction des scénarios, l'idée c'est d'aller avec différents scénarios à des mix dans lesquels on monte pratiquement à 90% de renouvelables, c'est-à-dire on substitue le gaz fossile par du gaz renouvelable. Et puis bon, là il faut vraiment très attention. Voilà. Alors il ne faut pas oublier que aussi, il n'y a pas que du photovoltaïque centralisé. Il faut absolument il faut vraiment travailler sur le décentralisé. Et là, rappeler que la ressource, même si elle est un peu moins abondante que ce qu'on a dans les déserts et plus au sud, on reçoit quand même 1 à 2 MWh par an. Et ça s'exploite. Et ça s'exploite même sur des toitures, vous voyez, sur Paris, etc. Il n'y a pas de petits... il faut vraiment être capable aussi d'utiliser et de produire localement. Et là aussi, on a différents domaines qui se développent, comme le photovoltaïque intégré au bâtiment, qu'on appelle BIPV pour Building Integrated Photovoltaic. Et là, vous voyez des exemples avec les toitures traditionnelles, un peu qu'on voit. Je pense que c'est même une intégrée toiture. Hein, c'est en France. Vous avez cette fois-ci quelque chose qui s'intègre au bâtiment. Ça, c'est le projet de Tesla, en fait. Et puis, vous avez aujourd'hui des tuiles solaires qui vraiment vont à l'intérieur et sont capables finalement d'avoir la même apparence que le toit initial. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement une bonne conception. Je pense qu'il faut aussi que le photovoltaïque, on trouve des modes architecturaux qui ne soient pas forcément de répéter ce qui s'est fait par le passé. Néanmoins, quand on regarde, si vous mettez 10 mètres carrés sur votre toit, vous pouvez avoir à peu près 15 kW, ça donne 12 à 20 MWh, et la consommation électrique d'un foyer moyen en France, c'est 5 MWh, donc vous voyez que vous avez déjà une capacité d'autoconsommation rien qu'avec votre toiture, c'est déjà pas mal. Le potentiel qui est supplémentaire, vous pouvez l'utiliser pour chauffer, si vous faites de l'isolation thermique, et vous pouvez aussi alimenter une voiture électrique, 1000 km par an, ça fait 1,7 MWh avec une Zoé. Donc ça veut dire qu'en fait, on voit que le potentiel de nos toitures est très, très, très important et il n'y a absolument pas à négliger. C'est une nouvelle composante de système. Ce n'est pas des grands systèmes, mais c'est des systèmes très intégrés qui associent même la domotique, etc., sur le pilotage des consommations, etc., etc. Et puis, il y a vraiment, je vous recommande d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Suisse. Les Suisses sont vraiment avec une conception, un dynamisme en matière architecturale, mais pas que ça. Vous voyez, Bertrand Piccard, il est suisse. Enfin, ils ont une vision un peu d'innovation qui m'impressionne personnellement. Et vous voyez, ça, c'est le prix solaire suisse. D'ailleurs, il y a un award qui est de Sir Norman Foster, qui a construit le viaduc de Millau, et qui s'intéresse passionnément à l'intégration, à l'efficacité énergétique et l'intégration du photovoltaïque et des énergies renouvelables dans le bâtiment. Donc vous avez des exemples ici. Vous avez un exemple sur un toit commercial. Je l'ai remu, c'est impressionnant. Après rénovation, c'est-à-dire avec de l'isolation thermique, ils descendent à cette consommation et la production solaire est pratiquement le double. Ils ont quelque chose qui est à 235 et on appelle ça ils appellent ça plus Energy Bauten, les énergies positives. Nous, on appelle ça énergie positive. Regardez, les façades, en fait, ici, les balcons, tout ça, c'est des cellules solaires. C'est bien orienté. Quand vous imaginez que vous êtes en hiver où le soleil ne monte pas beaucoup et que vous avez une façade plein sud avec des balcons, vous pouvez imaginer le rendement, il est mieux que sur le toit. Le toit, il est presque à l'horizontale, mais quand vous êtes avec le matin, que ça monte à 30 degrés, ça donne à fond. Et donc, en fait, ça peut servir en plus l'hiver, ça peut aussi servir à faire du chauffage. Donc, ça veut dire, si vous êtes bien isolé, vous pouvez aussi avoir une composante. On dit qu'il faut utiliser le soleil pour le chauffage en passif, mais on pourrait l'avoir en actif. Et puis voilà de très beaux exemples architecturaux. Il y a une multitude. Alors, c'est intéressant parce qu'ils font des concours chaque année avec des gens, des particuliers, des associations, des collectivités qui présentent un projet. Et tout ça, c'est évalué, il y a un jury, etc. Et je trouve passionnant ce type de démarche et qui associe non seulement la production d'électricité, mais l'efficacité énergétique. Et ils travaillent beaucoup sur l'efficacité.
l'énergie qu'on ne perd pas, voilà, la meilleure énergie, je ne sais plus comment est le slogan, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc effectivement, il faut associer les deux domaines. Et puis sinon, vous avez le photovoltaïque routier. Donc j'ai pris deux exemples. Celui-là est très connu en France, hein, qui est au sol, le photovoltaïque au sol, qui a ses propres spécificités, il faut qu'on puisse rouler dessus, etc. Donc on est un peu comme pour le spatial tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, vous avez du photovoltaïque sur des toitures. Le VIPV, c'est très rapide. J'ai simplement regardé ce qui se passe avec l'Agence internationale de l'énergie. Et vous avez des tas d'exemples aujourd'hui d'intégration de photovoltaïque dans les transports. Alors bien sûr, il y a l'avion, mais vous les avez sur les bus, les trains, etc. L'agri-photovoltaïque, alors ça, c'est un domaine qui est en pleine extension. Et je remercie Christine Poncet de m'avoir juste partagé les transparents qu'elle vient de faire une rencontre sur ce domaine, avec l'idée de faire vraiment une vraie synergie entre production agricole et production électrique. Et là, vous avez d'exemples, les serres, enfin, etc. Je vais très vite. Et puis avec aussi tout un travail sur la recherche. Il y a aussi beaucoup de travail. Comment faire en sorte que ça ne soit pas une façon de faire du photovoltaïque sur des terres agricoles. Il faut qu'il y ait il faut que ce soit une façon d'utiliser les terres agricoles, mais que ce soit une vraie dynamique. Et personnellement, je pense que avoir de l'ombre, c'est très important quand il y a du soleil. Les plantes, elles souffrent aussi quand il y a du soleil. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une bonne combinaison pour que ce secteur puisse se développer. Et son potentiel est très important. Elle indique 30 gigawatts de PV qui peuvent être possibles par cette chose-là. Et vous voyez qu'on a aussi des choses qui ressemblent à ce qu'on a dans le spatial, avec des structures légères. Donc ça rappelle un peu ce qu'on avait vu sur les satellites. Et puis après, le photovoltaïque flottant, ça c'est un domaine en pleine extension. Alors là, il y a quelques années, quand les gens disaient, il y a une entreprise française, c'est Ciel et Terre, quand les gens, il y a 20 ans, disaient on va faire du photovoltaïque dans l'eau, ils disaient mais c'est pas fou. Tu vas mettre de l'électricité dans l'eau, tout le monde va s'électrocuter. Il y avait des réactions très surprenantes avec cette histoire avec la question du photovoltaïque flottant. Il n'empêche que ça se développe à grande vitesse. Hein, et ça a des avantages aussi. Les panneaux sont plus froids, etc. Ça évite l'évaporation. Et on commence à voir de premières études, là c'est en mer du Nord, sur du photovoltaïque offshore. Donc là, c'est aussi des domaines qui sont intéressants, notamment dans les eaux internationales. Voilà, les directions futures, et j'en ai terminé. Le système photovoltaïque multi-échelle. Alors, je vais le faire en direct parce que je voulais le corriger, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Non, je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Voilà, je vais faire en direct ce que je voulais rajouter, comme ça sera fait. Voilà, c'est du milliwatt au gigawatt. Voilà, parce qu'il n'y a pas de petits, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et donc, en fait, ça peut être toute chose qu'on va remplacer avec une source renouvelable, même des petits systèmes ont leur poids. Et alors, on a vu le stockage électrochimique, la production d'hydrogène, la conversion. Donc, je reviens avec... non, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre ici. Voilà, mince. Ça y est, je crois que c'est bon. Voilà. Et puis, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, les systèmes saisonniers. Je pense qu'on verra si les coûts baissent, etc. On verra du photovoltaïque déployable. On en a un petit peu parlé dans la discussion l'autre jour. C'est-à-dire que finalement, il y a une autre façon de voir l'énergie solaire, soit en annuel, où on laisse en décennale les choses, soit de le faire en se disant, quand il fait beau, je sors mes panneaux et je les range quand il ne fait pas beau. Et ça, c'est une autre façon d'aborder. Il ne faut pas oublier que l'énergie solaire, c'est une heure d'éclairement solaire sur la Terre, c'est l'équivalent de la consommation mondiale de l'humanité. Donc imaginez, par exemple, il fait beau aujourd'hui ou hier, après les moissons, moi je pense qu'on pourrait avoir une saison photovoltaïque chez les agriculteurs, qui ne veut pas dire de laisser en permanence, mais on sort les panneaux, on produit l'hydrogène, et après, donc ça, c'est une autre vision qui, à mon avis, va venir. On en reparlera peut-être dans quelques années, mais c'est quelque chose qui va avoir tendance à se développer. Et puis sinon, ce qu'on voit un peu partout, c'est le photovoltaïque everywhere. Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment, mais il faut vraiment utiliser au maximum. C'est vrai pour le photovoltaïque, c'est vrai pour le vent, c'est vrai pour la biomasse, etc. Et puis sinon, voilà cette idée de système saisonnier. J'ai eu l'occasion d'en parler à l'émission de France Inter, Les Saventuriers, en 2015. Voilà. Et puis sinon, l'illustration de comment rapprocher les systèmes, j'ai failli. En fait, regardez, vous avez des systèmes qui ont des électrodes séparées. Vous avez ici le panneau solaire avec un électrolyseur. Vous voyez, il est comme ça.
il y a des câbles, il y a tout ça, même s'il est prêt. On se dit, mais finalement, je vais essayer de rapprocher, et de plus en plus, qu'est-ce que je vais faire? On va finir par oublier complètement l'électrolyseur, et on va faire l'électrolyse directement sur le panneau. Et ça, quelque part, c'est un symbole assez fort, où les contacts ne sont pas forcément nécessaires. Vous imaginez, vous avez moins de cuivre, donc réfléchir à intégrer les fonctions, et c'est exactement ce qui est en train de se faire dans les labos. On travaille un peu là-dessus. Voilà, et je crois que là, j'ai terminé. Et je voulais vous faire une toute petite chose avec tout ce qu'on trouve si vous tapez vélo solaire, course solaire, voiture solaire. Alors là, il y a des courses de voitures solaires depuis le début du XXe siècle. Hein. Et donc, en fait, ce livre est très intéressant. Et alors, regardez, c'est quand même assez extraordinaire. 1980, le Gossamer Penguin, alors pingouin je comprends, Gossamer je ne sais pas ce que ça veut dire, décolle de Californie avec la pilote Janice Brown aux commandes. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et là vous avez un exemple assez fantastique. On trouve des gens avec des vélos qui font le tour du monde, etc. Et ces gens-là, ils ont une importance extrêmement grande parce qu'ils préparent les évolutions par la suite. Il faut être très attentif à ce que ça peut être dans une école, dans un IUT, etc. C'est très important d'avoir cette dynamique qui me ramène à ce qu'on avait, qu'il fallait un peu de choses oniriques. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.